C'est la combien-nième église que vous bâtissez, M. Vergès? Depuis que je suis au monde? Oui. Oh, ça l'est bâti. J'ai participé à beaucoup. Combien à peu près? Vous savez pas? Non, j'ai beaucoup travaillé dans des édifices religieux, mais depuis 2 ans et demi, c'est la 7e, ici. Vous en faites une à Brest aussi en ce moment? J'en fais une à Brest, je vais en faire une autre à Lorient, je viens de faire les Grandes Terres de Marly-le-Roi, Saint-Cloud-Montretout, Chaville, ici à côté, enfin j'ai fait les oblates bénédictines, enfin tout. Tout en bois? Toujours en bois, je ne travaille que le bois, moi. Alors vous êtes quoi, le patron, vous? Non, je suis le maître compagnon, je suis le petit patron, je suis tout, quoi. Oui. Si je vous demande quel est votre métier, qu'est-ce que vous me répondez, M. Vergès? Je suis charpentier de Haute-Futée. C'est le vrai titre? C'est le vrai titre, oui, à l'ancienne. Pourquoi de Haute-Futée? Eh, parce qu'à la Haute-Futée, vous savez, autrefois, il y avait les charpentiers de la Grande de Cogny. C'était ceux qui coupaient les arbres dans les forêts. Et puis de la Haute-Futée, ceux qui montaient très haut. Il y a 20 mètres à la voûte, là. Et aux flèches, il y a 35 mètres. Qu'est-ce qui vous a appris le métier? C'est votre grand-père? C'est la vie qui m'a appris le métier, monsieur. Mon grand-père m'a appris à doler les arbres. Mon grand-père était bûcheron en Albéarn. Je le vois encore, il était toujours pieds nus. Alors il donnait un coup de cordeau avec de l'ocre sur un grand arbre et avec sa grande hache, il approchait la plante de ses pieds de 1 ou 2 centimètres quelquefois. Il était prodigieusement adroit. Par exemple, vous ne regrettez pas quelquefois de n'avoir pas fait d'études, par exemple? J'ai fait beaucoup d'études, monsieur. Moi, je ne les ai pas faites à l'université. Tout a été pour moi une université. Un jour à Bordeaux, j'avais un cousin qui était coiffeur. Sa mère me dit, il est bachelier. Me dire qu'il était bachelier, ça m'avait fasciné. Un cousin bachelier. Moi, je faisais le tour de France. Alors, il avait une bibliothèque extraordinaire. J'ai commencé à voir que dans les livres de sa bibliothèque, les 3/4 n'étaient pas ouverts. Et quand je voulais en ouvrir un, je cassais la jaquette. Et puis, enfin, j'ai trouvé l'insurgé de Vallès. C'est peut-être lui qui m'a donné le goût de lire des romans. Alors, je lui ai dit qu'il me le prête, il n'a pas voulu. Il m'a dit tout, mais pas les livres. C'est ses outils, disait la maman. Ben, je lui ai piqué le livre. Et je ne regrette pas. Monsieur Vergès, si au lieu de travailler le bois, vous alliez travailler le fer, vous penseriez ce que vous pensez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que tous les matériaux se valent, mais le bois est un matériau qui vient directement de la terre. On le sent monter de la terre. Il a pris à la terre tout ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur. Le fer, c'est une synthèse. Le béton, c'est une synthèse. Tandis que le bois, on a l'impression, je vous l'ai dit, c'est le frère de l'homme, c'est le frère du charpentier. Alors dans le bois, nous avons des sensations de fraternité, d'amour même, je dirais, d'amour du bois. Un charpentier aime le bois. Alors je ne sais pas si j'avais été serrurier, par exemple, ou bien si j'avais été mécanicien, si j'aurais eu le même esprit, non. Le même esprit du métier, je dis bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est un charpentier exactement? Un charpentier, c'est un homme de l'espace. Et il faut qu'il soit un homme de l'espace, mais c'est aussi un homme de la mer. Parce que les anciens disaient que l'architecture vient de la mer. Et je crois que les premiers architectes ont été des charpentiers. Pourquoi l'architecture vient de la mer? Parce que lorsque les gars sont partis aux croisades au XIIe siècle, ils sont revenus de ces pays chauds où il y avait des monuments comme l'Égypte, comme la Grèce, comme la Rome, et ils ont importé ici l'architecture. Alors on disait l'architecture vient de la mer. C'est peut-être pour ça qu'on fait des navires renversés. Et les cathédrales gothiques étaient aussi des vaisseaux retournés? Oui, mais pas toutes. Ce que nous appelons, nous, un vaisseau retourné, c'est ça. C'est une ogive qui va jusqu'au sol. Ici, c'est une ogive qui va jusqu'au sol, mais elle est intégrée dans une sphère, car vous avez 2 quartiers de sphère qui sont juxtaposés et coupés en 2 par un immense fêtage là-haut, vous voyez, qui fait 29 mètres de long. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que les 2 côtés de la nef sont autoportants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charpente dessous. Il y a cette trame, cette résille que vous voyez, que nous appelons un nid d'abeille. Et vous savez pourquoi on l'appelle un nid d'abeille? Non. Parce que l'abeille construit en secret le chef-d'œuvre de son génie. De ses travaux, l'œil indiscret ne saisit que la symétrie.
voudrais que vous m'expliquiez une chose, monsieur Vergès. Quel rôle les charpentiers jouaient dans la construction des cathédrales, par exemple? Elles sont en pierre, alors je vois pas ce qu'un charpentier faisait avec la pierre. Eh bien, on peut dire que les charpentiers ont joué un rôle très important dans les cathédrales gothiques. Les églises basses, les cathédrales romanes, les tympans noirs, comme dit M. Malraux, hein, c'était des églises dont on montait les verticalités, les murs d'abord, jusqu'à 5, 6 ou 7 ou 10 mètres de haut au maximum. Ensuite, on emplissait de terre entre les murs, on faisait la forme, et sur cette forme, quand elle était bien damée, bien tassée, on apportait les pierres au hasard, on les taillait, on les plaçait, ces pierres, et on formait les arcs. Et entre les arcs, on bâtissait la voûte. Et quand tout ça a été bâti, on retirait la terre, et la nef apparaissait, vidée de la terre, comme vous les connaissez aujourd'hui, Vézelay ou Autun, n'est-ce pas? Et les charpentiers, alors, dans tout ça? Non, là, le charpentier ne jouait pas un grand rôle. Le magister Carpentarius est venu un peu plus tard, quand la révolution s'est faite dans l'architecture et qu'on a fait ce qu'on appelait l'art ogival. Alors là, on a voulu élever très haut l'église, la cathédrale. Il a fallu construire des grands cintres de bois. Alors vous imaginez le charpentier sur une aire comme celle-là, qui faisait une épure, une grande épure, et qui bâtissait des charpentes, qui assemblait des charpentes. Il levait ces charpentes, qui formaient une ogive, comme ça, il les levait, et c'est sur ces charpentes-là, lorsqu'elles étaient assemblées et reliées par des planches, que le tailleur de pierre alors amenait ces pierres et les mettait le long de ces ogives jusqu'à la clé de voûte, où alors il clavait la pierre. Et le bois ensuite, alors, qu'est-ce qu'il devient? On le retirait quand la même chose, lorsque la nef était clavée, lorsqu'elle tenait, on retirait tout le bois, et alors apparaissait la nef, le navire renversé comme ici. Vous avez un bout de clé là, monsieur Vergès? Oui. Expliquez-moi l'histoire des cathédrales gothiques. Ah ben voilà. Imaginez le sol de l'église ici, n'est-ce pas? Oui. Alors le charpentier commençait à tracer son ogive comme ça. En bois? Il l'a tracé d'abord, monsieur. Ensuite, quand il avait fait l'épure de l'intérieur, elle est mal faite mon ogive, mais enfin je m'excuse. Quand il avait fait l'épure de l'intérieur, il construisait des charpentes ici. Il faisait des charpentes comme ça, vous voyez, avec des soutiens, avec des poinçons, tout ça, et il construisait une haute charpente jusqu'au sol, avec d'autres poteaux ici, etc., etc., quoi. C'est alors qu'il taillait sa charpente, et le tailleur de pierre, lui, venait sur la même épure tracer ses pierres. Il l'a taillé, il l'a dressé. Il avait un chapiteau ici, oui. lequel chapiteau sera plus tard sculpté ou traité par des artistes qui étaient les mêmes. Ici, il traçait sa clé de voûte, et alors il faisait rayonner ses pierres. Il faisait rayonner ses pierres comme ça pour obtenir l'appareillage qui portera plus tard sur l'ogive. Bon, l'appareillage est mal fait, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et on voyait alors le pilier descendait jusqu'au sol, et c'était la même chose de l'autre côté. Et alors, quand l'appareillage était fait, on enlevait le bois. Quand l'appareillage était fait au sol, oui. Le sculpteur venait finir les pierres, il venait les pousser, comme on disait, on poussait les moulures, on poussait les listelles, oui. Et c'est alors qu'on pouvait monter les charpentes, et sur ces charpentes, on pouvait appareiller les pierres, les poser. Oui. C'est extraordinaire ce que vous me racontez, parce que ça veut dire que les cathédrales ont été faites à plat d'abord, si je peux dire. Oui, elles ont été préfabriquées, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre pensée. Une cathédrale gothique, le mot est barbare à notre époque, mais incontestablement, elles étaient mécanisées d'avance. Alors il faut imaginer que Notre-Dame a été dessinée comme ça, en élévation, exactement. À plat sur le sol. Ben exactement. En plusieurs parties peut-être, mais certainement comme je viens de vous l'indiquer. Vous parlez du passé surtout et le présent. Je parle de l'avenir surtout. Dans l'avenir, l'homme ne voudra jamais plus être un robot. Un de ces robots qui fait 8 heures durant la même chose, le même truc. Moi, je crois qu'il faut penser à l'homme aussi. Et je crois que justement, dans l'esprit des ingénieurs et des planificateurs, il devrait
y avoir une autre place que exclusivement celle de la haute productivité ou celle du prix de revient. Il devrait y avoir aussi un peu de place pour celui qui travaille, car tout compte fait, c'est lui qui est un peu la victime de ces méthodes d'aujourd'hui, de ces programmes démentiels, de ces hautes normes de productivité, et on ne s'aperçoit pas que l'homme, là-dessus, il crève quelquefois, monsieur. Nous respectons un bureau d'études, nous voulons suivre les disciplines imposées par un bureau d'études, c'est la loi, mais nous ne voulons pas du tout, nous, les compagnons, être derrière un bureau d'études, servilement, attendant le moindre geste. Vous voyez, j'imagine un ingénieur sur un mirador, comprenez-vous, avec une règle à calculer comme ça, qui dicte les gestes de l'ouvrier, qui les planifie, et l'ouvrier, alors, une myriade de types en bas qui attendent le bon vouloir de ce seigneur qui est sur le mirador, comprenez, ce sont des esclaves. Et c'est cette société-là que moi, personnellement, je ne vois pas. Je ne vois pas demain comment des millions d'hommes pourront accepter la loi d'un technicien comme on acceptait hier la loi d'un César. Mais vous ne croyez pas que vous défendez une cause perdue? Non, je ne défends pas une cause perdue. Je sais que dans chaque ouvrier, il y a un antiprolétaire, moi. Moi, je crois ça, moi. Je suis un apôtre de la déprolétarisation. Je voudrais que tout ouvrier soit libre, non seulement en dehors de son travail, mais dans son travail. Et ça, c'est très important. On devrait y penser. Le plus, monsieur Vergès, c'est votre expérience ou vos mains, par exemple? Moi, je crois que mon expérience est presque inséparable de mes mains, mais vous voyez, déjà mes mains, je me suis affranchi un peu de mes mains depuis quelques années, parce qu'à mesure où je deviens un peu maître d'œuvre, je ne peux pas me passer de mes mains. Je ne sais pas si vous connaissez la formidable parabole de Bergson qui dit « perfectionner le toucher jusqu'à en faire un tact, et l'intelligence remonte des mains à la tête ». Je ne veux pas dire que moi ça s'est passé comme ça, mais c'est un fait. J'ai vu des petits gars arriver dans des écoles dont je m'occupe, des petits gars grossiers, je dirais même rugueux, vous voyez. Eh bien, ces jeunes garçons-là, à mesure qu'ils commencent à avancer, qu'ils ont tracé un trait droit, et qu'ils ont la vision de ce qu'ils peuvent faire, comme une sorte d'appel de vocation, eh bien, ces gars-là, non seulement ils apprennent leur métier, mais le reste aussi finit par les intéresser. Ils finissent par s'inscrire dans une universalité de l'esprit. Ils lisent des livres, ils cherchent à savoir où est le beau, ils cherchent à rencontrer des hommes intéressants, et c'est en ça que je crois qu'on a tort de ne pas donner au métier son éthique d'autrefois. Les grands architectes nous avaient expliqué que le métier de charpentier n'existerait plus dans quelques années. Et malgré tout, parce qu'on pensait que le bois, dans la construction moderne, n'aurait plus sa raison de vivre. Certains grands architectes professaient qu'on appuierait sur un bouton, que tout serait mécanique, et nous n'avions plus notre place dans ce genre de travail-là. C'était quoi, le béton et le fer? C'était le béton qui arrivait, c'était le fer, c'était différentes techniques qui nous éliminaient progressivement. Et puis voici qu'aujourd'hui, notre métier revient à la pointe. Nous construisons aujourd'hui des tennis couverts, nous construisons des stades, des gymnases, nous construisons des églises, des ponts,
Mais il viendra un moment où vous ne pourrez plus travailler, par exemple. Vous imaginez ce que c'est? Oh, si, je travaillerai toujours. Qu'est-ce que vous en Peut-être savez? simplement du chapeau dans un lit, mais je pourrais toujours parler, si je peux parler ou expliquer à un copain, pour faire l'élévation d'un arrêtier, il faut faire ceci ou cela, ou bien dans le métier, dans le travail, trouver une subtilité. Personne ne peut faire tout seul une chose, il faut toujours être en équipe, et il ne faut jamais mépriser, même le plus petit qui fait tant de travail. Moi, je parle de Tréhat, je peux vous parler de n'importe quel ouvrier. Il n'y a jamais un homme tout seul, il n'y a pas un génie tout seul qui peut tout faire tout seul. Oui. Mais ce sont des ouvriers exceptionnels, tout de même, puisqu'on retient leur nom. Ce sont des ouvriers comme moi, dont moi j'ai retenu le nom et dont on devrait retenir le nom. Personne ne sait, dans Paris, par exemple, qui a fait la flèche de Notre-Dame, ni celle de la Sainte-Chapelle. Moi, je sais leur nom à eux, parce que je l'ai cherché, je l'ai trouvé, j'ai leur extrait de naissance. Ça m'a intéressé. Pour moi, c'est pas Saint-Louis qui a construit la Sainte-Chapelle. Pour moi, c'est pas Louis XIV qui a fait le palais de Versailles. Et pour moi, c'est pas Vergès tout seul qui a fait ça. Ce sont les ouvriers qui l'ont fait, qui ont apporté tout leur savoir, leur intelligence et leur courage. Voilà comment je vois la chose. Et comment ça naît une vocation de charpentier, par exemple, vous? Peut-être ça naît parce qu'un jour, on a fait quelque chose de ses doigts, puis en se retournant le soir, on a été saisi d'une sorte de flot, de joie, de bonheur qui vous envahit parce qu'on dit c'est moi qui ai fait ça. Ah, c'est rien. Dans cette église, vous venez quelquefois tout seul? Maintenant, vous savez, moi, depuis que je fais tant de chantiers, hein, je viens tout le temps, je viens bien sûr, je viens voir mon chantier. Et vous arrive d'y venir seul, par exemple? Ah oui, celle-ci, surtout celle-ci, elle est belle. Et puis oui, bien sûr, de venir le dimanche, de venir dans mon travail pour voir. Tous les charpentiers d'abord, quelquefois les charpentiers se lèvent la nuit, parce que le métier est dangereux, il y a des craquements quelquefois qui vous donnent de l'angoisse. Quand on monte en clocher très haut, vous savez, il y a des vents terribles dans l'espace. Alors, on vient voir si ça tient, et qu'on vient quelquefois la nuit pour voir si les haubans qu'on a posés le matin tiennent aussi, et pour voir si le vent ne va pas vous mettre votre ouvrage par terre. Ça, c'est un métier, vous savez, enfin, c'est ça qui en fait le côté passionnant, d'ailleurs. Vous êtes un peu chez vous, là, monsieur Vergès, hein? Eh oui. Autant que sur une église, ou dans une église, ou sur un chantier, non? Oui, oui, ici c'est la loge de l'église. C'est quoi? Le point de départ vers l'église, ici. C'est la Cayenne, ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on forme des hommes, ici. Les charpentiers? Les charpentiers, les tailleurs de pierre, des menuisiers, des serruriers, des ouvriers. On les forme ici. Sur ces tables, ils font du dessin. Comment vous êtes devenu compagnon, vous, monsieur Vergès? Par le hasard de la vie. Je suis devenu compagnon en voyageant, en rencontrant des hommes qui m'ont amené un jour, dans cette maison, justement, où j'ai trouvé des gars qui étaient différents des autres. Ils étaient différents, je ne sais pas qu'ils étaient tellement supérieurs aux autres, mais ils étaient justement imprégnés d'un état d'esprit que je trouvais admirable, parce qu'ils m'en avaient imprégné moi-même, et que c'était des hommes qui se respectaient eux-mêmes. Aux autres, on leur fermait le savoir, autrefois. C'était inhumain, peut-être, mais c'était un crible. C'était un crible par où passaient les qualités de l'âme. Et c'était ça l'initiation. Pour être initié, il fallait mériter. Vous avez subi des épreuves, vous? Ben, bien sûr, j'ai subi des épreuves. Racontez-moi ce qui s'est passé à la Samaritaine, là, où on parlait quelquefois. À la Samaritaine? Oh, la Samaritaine, c'est parce que je vous en ai parlé. C'était un chantier en 1927 de la Samaritaine. Je travaillais le fer à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de travail dans le bois. Et je me suis trouvé avec des équipes qui étaient de ces anciennes confréries qui sortaient des Carbonari, la dernière. Ça s'appelait les Mains Plates. C'était la confrérie des Mains Plates. Je suis arrivé à la Samaritaine, comme j'étais compagnon, les Mains Plates n'aimaient pas les compagnons. La Samaritaine, c'était le chantier, on construisait la Samaritaine. Oui, on construisait les magasins de la Samaritaine en 1927. Et alors, j'ai passé là une épreuve à laquelle je ne m'attendais pas, mais c'était une épreuve de cruauté, une épreuve de force. Car certains ouvriers croyaient que pour qu'un jeune soit capable de se maintenir dans une société ouvrière comme la leur, il fallait qu'il fût résistant, qu'il fût courageux et solide. Alors, on m'a fait monter sur un échafaudage sans que je sache ce que j'allais y faire. On m'a donné un cordage et j'ai commencé à tirer des poutrelles d'acier. C'était un jour d'hiver, il gelait, c'était glacé. On buvait des corbières à 8 h du matin. C'était déjà une épreuve de résistance. Et puis, quand on avait lampé du corbière, on attrapait le chanvre qui était glacé et on tirait sur la poutrelle jusqu'à épuisement. En face de moi, il y avait un certain Sautier, qui était justement le caïd des Mains Plates. Et lui, il avait comme mission de me décourager, de me dégonfler complètement.
Qu'est-ce qu'il a fait alors? J'avais 18 ans, il m'a dégonflé, il a tiré d'abord sur la poutrelle, la mienne a valsé dans l'espace, mais comme j'étais vif, j'ai accroché le cordage en vitesse par-dessus un sommier, et j'ai moulé jusqu'à ce que la poutrelle se balance dans le vide. Il a déjà été vaincu à ce moment-là. Et lui, à un moment donné, je lui donnais toujours l'impression que j'étais timide, que je n'oserais pas faire quoi que ce soit, puis d'un seul coup, un coup de palu me pique au cœur et je étire sur la poutrelle. Alors, malgré ses gros gigots, avec ses gros bras, il a balancé la poutrelle dans l'espace. Alors là, il ne m'a pas eu ce coup-là. Ensuite, il a voulu m'avoir à l'endurance, à l'usure. Alors, il les montait comme ça, très vite, et moi, je ne pouvais pas suivre. J'avais 18 ans, comprenez-vous, et je n'étais pas solide comme lui. Mais tout de même, je cherchais mon second souffle. La peau des mains partait, et à un moment donné, je l'ai regardé. Vous comprenez, voir souffrir l'ennemi, ça vous donne de la force. Quand j'ai vu qu'il avait des aisselles pleines de sueur, qu'il souffrait lui aussi, j'ai senti une force nouvelle qui m'envahissait, qui me donnait de la force. Alors j'ai souqué, j'ai tiré, et je le regardais, il était rouquin, vous savez, il avait la toison d'or sur la poitrine, il était, bien qu'il gelât, il avait la chemise ouverte, et malgré tout, je sentais qu'il souffrait. Et à partir de ce moment-là, j'ai monté les poutrelles avant lui jusqu'à la fin, jusqu'au moment où vraiment j'ai vu qu'il allait être KO, il allait être complètement vidé. Et à ce moment-là, quand j'ai vu qu'il ne pouvait plus bouger, j'ai commencé à railler. Et puis je suis descendu avec la corde jusqu'en bas parce que je venais de retrouver mon second souffle. Ça m'a fait penser à Servan que j'ai rencontré plus tard, qui était un charmant garçon en ville, mais sur le ring, un tigre. Et je lui disais, dis-moi Marcel, comment fais-tu pour être si méchant sur le ring? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je pense que le type en face, il veut tuer ma mère. C'est pour ça que je suis méchant. C'est ce que les boxeurs appellent la hargne, je crois. Que ce soit les boxeurs, dans tout effort humain, tout effort physique, c'est ça. Dans le rugby, on ne peut pas faire ça, c'est collectif, mais enfin, voilà ce que ce jour-là, j'ai reçu comme initiation. C'est un bon souvenir. C'est un souvenir formidable, car après, on m'a reçu parmi les mains plates. Les gars, les mains plates, ils ont dit que j'étais respectable parce que j'étais fort, parce que j'étais costaud. Donc, j'étais reçu parmi les mains plates. Quelques jours après, je me souviens, c'était Sacco et Vanzetti. Nous étions tous sur les grands boulevards. Je ne savais pas qui était Sacco ni Vanzetti, mais je roulais avec le monde ouvrier qui protestait pour Sacco et Vanzetti, que moi je ne connaissais pas et que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas non plus. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose là à faire. Et je me rappelle que le rouquin qui était là, ce sautier dont je vous ai parlé, était là aussi, et il était très humble. C'est plus lui qui menait les troupes à la victoire. Monsieur Vergès, si vous aviez à convaincre un jeune homme en 1965 de devenir charpentier, qu'est-ce que vous lui diriez? Pour le convaincre d'abord, je chercherais à savoir s'il a, comment je dirais, la vocation, s'il est courageux. Je ne veux pas amener un jeune garçon dans un métier où il ne sera pas heureux. Ainsi, quand les jeunes garçons qui ont manqué leur baccalauréat, voilà un problème en France à notre époque. Le gars qui arrive à 19 ans, qui a rêvé d'être docteur en droit, qui a rêvé d'être médecin ou tout autre métier libéral, et qui n'a pas le diplôme essentiel. Il vient de me trouver, moi je m'occupe de ça. Alors on voit le père qui arrive, il me dit, mon fils il n'a pas pu être bachelier, il sera charpentier. Alors je lui dis, mais c'est difficile d'être charpentier aussi. C'est difficile. Je lui dis, même quelquefois autant que d'être bachelier. Et puis il faut être courageux. Alors le père il me dit, il va essayer. Alors quelquefois il y en a qui viennent. Hélas, ils ne réussissent pas tous, car ces jeunes garçons ont rêvé, je vous l'ai dit, d'autres choses. Ils sont quelque peu refoulés. C'est que dans notre métier, quelquefois, on pue le métier, comme disent les marquises. Et il m'est arrivé de réussir avec des gars, quand je leur ai fait presque faire le serment des poignards. Je leur ai dit, tu veux être ouvrier. Si tu es capable de te maintenir comme ouvrier de base pendant quelques mois, avec ce que tu as appris à l'école, tu pourras, dans quelques mois d'ici, peut-être réaliser ton rêve sous une autre forme. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des gars qui sont aujourd'hui architectes et qui ont commencé comme ouvriers après avoir loupé le bac. Ils sont aujourd'hui architectes ou ils sont maîtreurs, vérificateurs, ou ils ont des métiers très très respectables, autant que le mien. Si vous voulez, moi, je ne connais qu'une méthode d'éducation, c'est la méthode virile. Pour les gens qui travaillent de leur main, je dis bien. Et cette méthode virile, elle a toujours porté de beaux fruits. Car le jeune garçon qui est élevé dans la dureté de son métier, qu'on ne flatte pas sans arrêt, comme je le vois faire trop souvent ça part d'un bon mouvement, n'est-ce pas, d'aider les jeunes, de les soutenir, de les envoyer aux vacances de neige, de faire tout ça. Mais à partir du moment où un homme a toute une vie et où il devra lutter toute sa vie, il ne faut pas qu'au départ de sa vie, il ait l'impression de quelque chose de simple et de facile, comme une flatterie. Vous comprenez ?
Thank you.